premier temps, Mme Azus va présenter sa conférence et ensuite on aura une période d'échange avec elle qui se terminera au plus tard à 16h. Merci. Bien, bonjour tout le monde, merci d'être là. Vous avez déjà le titre de ma conférence. Je vais essayer, je sais que vous avez... on a 2 heures ensemble, hein? Ok, je vais, ma présentation, moitié-moitié, mais je vais essayer de la faire un peu plus courte pour avoir plus de temps pour l'échange, d'accord? Alors, comme vous avez vu le titre de ma conférence, il était déjà annoncé, Vivre ensemble, de quoi parle-t-on? Le vivre ensemble est sur toutes les lèvres, mais on ne parle pas tous de la même chose quand on parle de vivre ensemble. Il y en a pour qui vivre ensemble, c'est vivre contre, tout contre, ou vivre envers et contre. Derrière, effectivement, ce vocable-là, il y a plusieurs conceptions de la vie en communauté et je dirais même de la vie bonne au sens philosophique qui se cache derrière cette expression-là. Alors, ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est de présenter les 3 modèles de vivre ensemble les plus connus. Le modèle républicain français, assimilationniste. Est-ce que je parle vite? Non? Je parle vite, mais est-ce que je parle trop vite? Donc, le modèle républicain assimilationniste français, le modèle multiculturaliste anglo-saxon et le fameux modèle, existe-t-il vraiment, interculturel, dit québécois. Vous verrez tout à l'heure qu'on s'est approprié la paternité de ce modèle-là, alors qu'on n'en est pas les propriétaires. Pour chacun de ces modèles, moi je n'ai rien à vendre, d'accord? Donc pour chacun de ces modèles, je me contenterai de faire ressortir le pari, la pertinence et les limites. Quel est le pari qu'on fait quand on mise sur l'interculturalisme, ou le multiculturalisme, ou l'assimilationnisme? Mais quels sont aussi les ratés et les limites de chacun de ces modèles? Est-ce que ça vous convient? C'est parfait parce que je n'ai rien préparé d'autre. Je pourrais vous raconter ma vie, mais elle n'est pas très intéressante. Je travaille beaucoup. Donc voilà. Alors, l'objectif étant de faire en sorte que vous en parliez à tout le moins en connaissance de cause, encore que on peut difficilement travailler dans un milieu comme le vôtre sans avoir une idée ou deux de ce que ça veut dire que ces 3 modèles-là. Donc, je n'ai pas la prétention de vous l'apprendre, mais plutôt de dresser une espèce un état des lieux, en fait, sur les mots, les termes, le discours et les pratiques. Ça va? Alors, vivre avec, vivre comme ou vivre et laisser vivre. Donc c'est les 3 variantes du vivre ensemble. Moi, je les qualifie comme ça, donc vivre avec, vivre et laisser vivre ou vivre comme. Le vivre comme, c'est l'idéal assimilationniste à la française. Vivre et laisser vivre, c'est l'idéal multiculturaliste anglo-saxon. Je dis multiculturaliste et non pas multiculturel. Pourquoi? Parce que on confond toujours, on est une société multiculturelle et multiculturaliste. J'ai l'impression que dans le culturalisme, il y a quelque chose qui est en progrès, en mouvance peut-être? Une société multiculturelle, c'est un fait sociologique. On est multiethnique, multiculturel. C'est un fait. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est comme le pluralisme. Une société multiculturaliste ou un pays multiculturaliste, c'est une idéologie. Le multiculturalisme est une idéologie, une politique, une vision du vivre ensemble. D'accord? Donc, multiculturel, c'est un fait sociologique, multiculturalisme, un modèle politique, une idéologie du vivre ensemble. D'accord? Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de vivre ensemble? Est-ce qu'on parle de l'idéal assimilationniste? Est-ce qu'on parle de l'idéal multiculturaliste, vivre et laisser vivre? Ou est-ce qu'on parle de l'idéal interculturel? Et sur ce dernier modèle, est-ce qu'il s'agit d'un habillage sémantique? Donc, on a juste mis un mot pour déguiser le multiculturalisme ou l'assimilationnisme français. Vous savez qu'il y a des sociologues, il y a des sociologues identitaires au Québec qui sont convaincus, qui dénoncent l'interculturalisme. Mathieu Bock-Côté, par exemple, de sociologue à l'UQAM, qui dénonce l'interculturalisme parce qu'il considère que c'est un
une façon déguisée d'importer le multiculturalisme au Québec, mais que dans les faits, c'est la même chose. D'où l'importance de décortiquer ces notions-là. Donc, est-ce que c'est véritablement une troisième voie? Vous avez tous entendu parler de la commission Taylor-Bouchard? D'accord? Donc, c'était le modèle qui était prôné par Bouchard-Taylor, mais ce n'est pas Bouchard qui a inventé l'interculturalisme. Donc, l'idéal assimilationniste. Donc, chacune de mes j'ai failli dire acétate et trahir mon âge. Chacune de mes capsules va apparaître sous la même forme, le pari, les ratés et les limites. Je parle bien d'un pari, parce que c'est un pari, d'accord, que de choisir un modèle de vivre ensemble au détriment d'un autre. Le pari de l'idéal assimilationniste, l'exemple type, c'est le modèle français, c'est qu'on mise sur le facteur temps et ses effets assimilateurs. Donc, c'est le vivre comme. Donc, l'idéal assimilationniste, c'est le vivre comme. À Rome, faisons comme les Romains. Donc, le pari, c'est miser sur le facteur temps et ses effets assimilateurs. Ce que j'appelle affectueusement le syndrome Charles Aznavour. C'est-à-dire que la personne qui finit par tellement, avec le temps, prendre la couleur locale, qu'elle finit par être l'incarnation même de cette culture-là, qui n'est pas sa culture d'origine, puisque Charles Aznavour est l'incarnation de la chanson française. D'accord? Lui qui pourtant est arménien d'origine. Jusque dans ses accents, puisqu'il n'a aucun accent. Ok, si tant est que ça puisse exister, quelqu'un qui n'a pas d'accent. Mais disons qu'il n'a pas un accent arménien, à tout le moins. D'accord? Donc, le pari de l'assimilationnisme, c'est que le temps fait son œuvre et qu'on finit, idéalement, la première génération, mais à terme, la deuxième et la troisième génération finit par s'assimiler. C'est ce que la France a fait comme pari. Le deuxième élément du pari assimilationniste, c'est de miser sur l'individu plutôt que la communauté. On mise sur l'individu qui va être libéré du carcan communautaire et qui va, dans un élan personnel, individuel, finir par s'intégrer, sortir de son groupe. Voilà pourquoi, en France, on dénonce beaucoup, les Françaises ici présentes confirmeront, les dérives communautaristes, c'est-à-dire que la communauté va tirer dans le sens du carcan du groupe, alors que l'idéal républicain va tirer plus dans le sens du droit à l'individualité, à exister librement comme individu, libéré du carcan du groupe. Vous verrez tout à l'heure que ce n'est pas aussi simple. Là, on est en train de faire le pari, et comme tous les paris, ça a l'air très facile. On verra que dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, puisque tous les politiciens de gauche comme de droite, d'ailleurs en France aujourd'hui, disent que l'école publique a raté sa mission intégratrice et émancipatrice. Le troisième élément du pari, c'est de miser sur l'universalité des valeurs républicaines. C'est quoi les valeurs républicaines? Allez, les Marianne, là. De la Révolution française. Bon. Liberté, Égalité, fraternité, laïcité, donc toutes les valeurs héritées des Lumières. Bon. Donc, ces valeurs, personne n'est contre l'égalité, personne n'est contre la fraternité, personne n'est contre la liberté. On peut être contre la neutralité religieuse de l'État. On peut, bon. Mais le pari républicain, c'est de dire, écoutez, personne ne peut être contre la vertu. L'idéal républicain, ce sont ces valeurs-là, à tout le moins les trois, liberté, égalité, fraternité, on ne peut pas être contre. Donc, ça a un effet attrayant, séduisant, et naturellement, dans un élan individuel, les individus qui décident de vivre en France vont épouser spontanément ces valeurs-là et sans qu'elles y soient forcées, puisque ce sont des valeurs séduisantes et intéressantes. Donc voilà le pari de l'idéal ou du modèle assimilationniste. Je parle d'idéal plutôt que de modèle parce qu'en termes de vivre ensemble, on n'est pas dans un livre de recettes là, ça n'existe pas un modèle du vivre ensemble. Donc je préfère parler d'idéal. Donc le noyau dur autour duquel s'articule l'idéal républicain, ce sont les valeurs de la République. Oui, jeune fille. J'ai l'impression que c'est très marqué par la politique, puisque dans
premier article, la langue c'est le français, les Français sont tous égaux, et donc c'est très normalisateur en fait de la population. Absolument. Donc fédérateur, on présume que c'est fédérateur, on présume aussi, et là bon, ça se discute, il y a une pointe de colonialisme là-dedans, on présume aussi que c'est fédérateur, mais que c'est émancipateur. D'accord? Donc quand on applique la grille anticolonialiste, il y en aurait long à dire. Émancipateur par rapport à des cultures ou des sociétés qui sont sous le poids du groupe, d'accord? Ou de la religion. Donc ce serait, j'utilise vraiment le conditionnel émancipateur. Donc vous voyez qu'il y a déjà au départ dans le pari des éléments qui sont fragiles. Les ratés et les limites de l'idéal républicain. Mais au départ, là, quand on voit, mis à part peut-être l'effet émancipateur, là où le pari émancipateur, personne n'est contre la vertu. D'accord? Et on a aujourd'hui des gens comme Nicolas Sarkozy qui sont issus de l'immigration et qui le disent et qui le revendiquent et qui disent le modèle républicain marche quand on le veut vraiment. Regardez, on peut même devenir président de la République et accéder aux plus hautes fonctions quand on le veut vraiment et quand on a une individualité forte et qu'on se libère du carcan du groupe qui nous tire vers l'arrière ou vers le bas. C'est pas moi qui le dis là. Donc les ratés, le premier raté, il est lié à des facteurs. Vous me suivez toujours? Oui. D'accord. À des facteurs historiques. Lesquels? Des facteurs historiques évidents. Le contentieux colonial. Une grande partie des personnes issues de l'immigration viennent d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, de l'ancienne Indochine, donc des personnes qui ont un contentieux, un historique colonial, plus qu'un contentieux colonial avec la France. Donc, c'est très difficile et au niveau des stratégies identitaires qui sont adoptées autant par le groupe que par les individus appartenant au groupe, c'est très difficile de s'identifier. Bonjour. Il n'y a plus de croissants, il y en avait tout à l'heure. Pardon? Ah, vous êtes gentil. Votre nom, s'il vous plaît? Pardon? Non, d'accord. Et vous travaillez chez Promis? Ah, d'accord. Alors, bonjour. Je suis en train on est au premier modèle de vivre ensemble, idéal de vivre ensemble, le vivre comme, à Rome faisons comme les Romains, le modèle français. Assimilationniste. Donc, je viens de décrire le pari, le noyau autour duquel s'articule ce modèle, et je suis en train de décliner les ratés et les limites du modèle. Alors, embarquez. Donc, c'est difficile de s'identifier, de développer un sentiment d'appartenance à un groupe ou à un cadre qui est associé à quoi? Une histoire, donc coloniale. Il y a une ambiguïté, bien entendu. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux m'identifier, développer le sentiment d'appartenance et m'assimiler à un cadre de référence contre lesquels mes parents, mes grands-parents se sont battus? D'accord. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui avec la deuxième et troisième génération. Donc, les facteurs historiques qui sont à l'origine des limites ou parfois même de l'échec de l'assimilation, les facteurs historiques, les facteurs socio-économiques, l'exclusion sociale, les banlieues, c'est très difficile de développer un sentiment d'appartenance quand on a été un petit peu exemplé et regroupé en communauté, justement. Donc, le pari de miser sur l'individu, ça ne fonctionne pas quand les gens se retrouvent entre eux dans des banlieues excentrées. Le premier facteur sociologique qui rend difficile l'adhésion à l'idéal assimilationniste et le développement du sentiment d'appartenance, c'est le mythe du retour de la première génération. Pourquoi ? Et c'est aussi un facteur historique, c'est psychologique, mais c'est aussi historique. Les travailleurs immigrés qui sont arrivés dans les années 50, 60 n'étaient pas censés rester en France. Ils étaient censés repartir. Ils occupaient des emplois dans des emplois non qualifiés,
l'objectif de départ, mis à part les harkis venant d'Algérie, qui avaient quitté l'Algérie parce qu'ils étaient du côté des Français, donc il fallait qu'ils quittent, quelques juifs séfarades aussi, qui avaient quitté au moment des indépendances, les travailleurs immigrés n'étaient pas censés rester en France, ils étaient censés repartir. Le fait est qu'ils sont restés, qu'ils ont fait des enfants, qui sont devenus français, et même des petits-enfants. Donc le mythe du retour, ça a freiné les élans de l'attachement et du sentiment d'appartenance. D'accord ? Donc c'est toute la contradiction et tout le paradoxe de l'idéal républicain. C'est que l'idéal républicain fonctionne pour des individus qui ont fait le choix d'immigrer pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent et de rester, mais il ne fonctionne pas pour une immigration de masse organisée de travailleurs qui étaient au départ destinés à retourner chez eux, et c'est pour ça qu'on les a mis d'abord dans des foyers, Sonacotra, et ensuite dans des banlieues, pour qu'ils puissent rester entre eux, pour que les enfants puissent finalement, pour qu'ils puissent vivre entre eux et préserver un minimum de leur culture d'origine pour pouvoir retourner chez eux. Donc, il y a vraiment une contradiction et une ambiguïté dans le message qui est envoyé par l'idéal assimilationniste, qui est peut-être efficace pour des individus qui font ce choix. Oui, oui, madame. Puis, il me semble aussi que l'immigration, la politique d'immigration en France, elle a longtemps été économique, donc pour les Polonais, pour les Italiens, puis pour l'Afrique du Nord. Mais après, à partir des années 70, il y a eu les chocs pétroliers, il y a eu quelques difficultés économiques. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a que les politiques ont bien voulu ouvrir les yeux sur « Oh, il y a de l'immigration en France et on va commencer à les regrouper » et donc en fait c'est assez récent. Tout à fait. Il y a eu le regroupement familial qui n'avait pas été prévu puisque beaucoup de jeunes hommes étaient partis tout seuls et laissaient les femmes et les enfants dans le pays d'origine. Donc le regroupement familial qui n'a pas été prévu, le désir des enfants de rester en France parce qu'ils sont nés en France et qui veulent et qui se sentent français. Donc plein de choses qui n'ont pas été prévues. Et le mythe, quand je parle du mythe, les facteurs psychosociologiques, le mythe du retour chez les parents de première génération, mais aussi le mythe du retour chez les dirigeants qui ont longtemps fantasmé sur un retour. Ils vont retourner chez eux, d'accord ? Mais beaucoup ne sont pas retournés. Donc le mythe du retour, c'est dans les deux sens. Et un autre facteur psychosociologique, c'est le désenchantement politique qui a donné lieu à des besoins spirituels, à un besoin de s'identifier par son appartenance religieuse et plus seulement par une appartenance ethnique. Et comme l'identification à la République était difficile à cause de l'exclusion socio-économique, des facteurs historiques, du double langage, vous êtes chez vous mais vous allez partir, pour toutes ces raisons... Non, je suis... ah oui, hein? Je pensais que j'étais violente. J'ai dit, mon Dieu, je l'ai envoyé loin. Hein? Paf! Et on s'est retrouvés dans la troisième... Bon, voilà. Alors, donc, pour ces raisons-là, donc d'exclusion, à cause du double langage, du double message qui était envoyé, comportez-vous comme des individus, profitez de l'école, du caractère ou de l'effet émancipateur. Encore! Une chance que c'est un objet, imagine... On a le droit de battre les objets. On a encore le droit de battre les objets dans ce pays? Plus maintenant? Diaporama, voilà. Oh, ça me... Je touche plus l'écran. Je touche plus l'écran. Je vais faire ça là. En plus, je vends mes punchs, là. Bref, donc, je vais y arriver. Le désenchantement politique, donc les besoins spirituels, et ça, c'est pas propre à l'immigration, c'est vrai dans beaucoup de sociétés qui sont allées chercher, puiser du sens dans le registre religieux, abandonné par la génération des baby-boomers ou des hippies, parce que le registre politique n'offre plus une contre-proposition valable.
Et donc, ça a des effets sur des stratégies identitaires de la deuxième et troisième génération. Et voilà comment on se retrouve avec des parents qui étaient algériens, français d'Algérie, ou algériens de France, ou algériens vivant en France, avec des enfants ou des petits-enfants qui se définissent d'abord et avant tout comme des musulmans de France. Ça va? Musulmans de France, donc, exit une des mamelles de l'idéal républicain, à savoir la laïcité. Ou en tout cas, une laïcité qui est revisitée, une laïcité qui n'est plus considérée comme une laïcité qui exclut les signes religieux dans la vie publique, mais qui suppose que la laïcité peut être aussi visible. Est-ce que ça va, c'est clair? Oui, jeune femme. Sauf les musulmans, il y a une immigration qui certainement n'a pas été musulman. Il y a des, comme vous l'avez dit, juifs, chrétiens, autres, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez témoigner des répercussions pareilles chez une identité religieuse? Non, il y a eu d'autres stratégies identitaires dans les autres groupes. Par exemple, les Espagnols et les Italiens qui ont quitté, les Espagnols et les Portugais qui ont quitté pendant la dictature, beaucoup sont revenus, sont retournés après le départ de Franco. Donc, c'est d'autres stratégies. Beaucoup se sont assimilés. D'accord? On fait des mariages mixtes. On a eu des enfants issus de mariages mixtes, espagnol, français, espagnol, vietnamien. Bon. Les Européens de l'Est ont eu tendance plutôt, les recherches sur les Européens de l'Est, les Hongrois, les Roumains, ont eu plutôt tendance aussi à s'assimiler, avec des regroupements, une vie communautaire, mais moins évidente en tout cas, moins visible. Et comment on explique les différences stratégiques? Pardon? Comment vous expliquez les différences? Eh bien, ça dépend. Il y a, là encore, facteur historique, il n'y a pas le contentieux colonial. La France n'a jamais colonisé la Hongrie. Il y a des facteurs individuels aussi. Il y a une proximité quand même culturelle entre... ce sont des pays européens. Il y a des facteurs géopolitiques. Il y a la montée de l'islam politique dans les pays arabo-musulmans. Donc, il y a un tas de... Si vous voulez, ça me fera plaisir de revenir une autre fois pour vous parler des stratégies identitaires. Toutes les stratégies, comment ça se développe, les stratégies positives, les stratégies négatives, et comment une même personne, réunissant tous les facteurs pouvant générer du repli ou de la crispation identitaire, développe des facteurs de résilience ou pas. Donc les stratégies identitaires, c'est vraiment un gros morceau en soi, mais ça me fera plaisir de venir vous en parler. D'accord? Alors donc voilà, ça va pour l'idéal assimilationniste, ses promesses, ses ratés, ou ses limites, qui sont reconnues même par les politiciens aujourd'hui français de gauche comme de droite d'ailleurs. Hein. Donc je ne suis pas en train de faire le procès de l'assimilationnisme. Je vais quand même ajouter un élément. Je sais que c'est pas... Delphino, tu m'as dit que j'avais le droit de ne pas être politiquement correct? Même si on est filmé, d'accord. Même si on... L'assimilationnisme est un mot, un terme qui est péjoratif. D'accord? Quand on l'utilise, c'est généralement ce n'est pas un terme qui est positif. Effectivement, un assimilé, c'est quelqu'un qui renie ses origines. C'est quelqu'un qui veut plaire, c'est quelqu'un qui veut gommer toute trace de différence. C'est comme ça qu'on perçoit l'assimilation. C'est important quand même de rappeler que l'assimilation ne doit pas être une figure imposée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acculer les gens à un choix identitaire déchirant, à choisir entre le pays d'accueil et le pays d'origine. On ne peut pas, on n'a pas le droit de faire ça. D'accord? L'immigration ne doit pas se faire, l'intégration ne peut pas se faire à ce prix-là. On peut composer parfaitement avec une identité double ou multiple. Donc l'assimilation comme projet politique d'intégration, c'est violent. C'est parce que ce n'est pas nécessaire. Mais l'assimilation peut être un choix individuel, assumé. Et les gens, il y a des individus qui, pour toutes sortes de raisons, ont choisi de s'assimiler et ils en ont parfaitement le droit. Donc, dans la mesure où c'est un véritable choix.
Donc, l'assimilation est... Donc, quand on dit miser sur l'individu, il y a des individus qui font ce choix-là. Il y a des individus qui ont un contentieux avec leur pays d'origine, parce qu'ils ont été maltraités comme minorité ethnique, religieuse, ou comme minorité socio-économique, des gens qui ont développé une identité sociale, une dignité en immigration, alors que dans leur pays d'origine, ils étaient exclus, dénigrés, tous ne le font pas, mais certains font ce choix-là, parce que le pays d'origine, pour eux, évoque des souffrances, et que, bon, pour eux, le choix de l'assimilation, c'est un choix, c'est le meilleur choix possible. Donc, d'associer automatiquement l'assimilation à la trahison des origines, c'est un peu court aussi. Mais, bien entendu, l'assimilation ne peut pas et ne doit pas être une politique et une figure imposée, parce que là, on est vraiment dans la violence. Oui ?